Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Sur cet épisode 2 de ma série sur les jeux de rôle qui ont contribué à faire ce que je suis en tant que rôliste. Et donc je vous parlais de JRTM la première fois, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et aujourd'hui je vous parle du deuxième jeu de rôle que j'ai acheté, à savoir l'Appel de Cthulhu, version 5.5. Et l'Appel de Cthulhu m'a influencé de plusieurs manières. C'est pas forcément le jeu de rôle qui m'a le plus influencé d'ailleurs, mais sur certains points précis, il a laissé une empreinte indélébile, et donc je vais vous parler de ça. Mais avant, laissez-moi vous expliquer quand même pour l'anecdote comment j'en suis venu à posséder l'Appel de Cthulhu. C'est un peu une coïncidence. Je ne sais plus pourquoi, je me suis rendu donc dans ma boutique de jeux de rôle après quelques années déjà à avoir pratiqué dans mon club de jeux de rôle au collège via le jeu de rôle des Terres du Milieu, dont je parlais précédemment. Et je cherchais, je ne sais pas, peut-être un nouveau jeu de rôle, et le boutiquier m'a parlé de Delta Green. Il m'a un peu expliqué la chose, ça m'a beaucoup intéressé. Il m'a vendu Delta Green, je suis rentré chez moi, je me suis plongé dans la lecture, et j'ai beaucoup aimé. Il y avait un background vraiment intéressant, des organisations assez nébuleuses, la NSA, j'adorais la NSA à l'époque, il y avait une forme de mystique autour de ça, c'était encore plus mystérieux que la CIA. Bref, j'ai adhéré. Mais moi qui jouais à JRTM, qui est très lourd en règles, je me suis rendu compte en lisant Delta Green que je ne trouvais pas de règles. Donc là, je me trouvais démuni. Ce n'aurait pas été le cas aujourd'hui d'ailleurs, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Mais là, il n'y avait pas de règles et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai donc ramené Delta Green au boutiquier en lui demandant ce qu'il en était, et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, qu'il m'avait conseillé cela sans me dire que je devais posséder les règles de l'Appel de Cthulhu afin de pouvoir jouer à Delta Green. Donc finalement, je lui ai rendu Delta Green et j'ai acheté l'Appel de Cthulhu version 5.5 avec son écran. Et je dois dire d'ailleurs qu'il me l'a fait au même prix, le tout au même prix que Delta Green. Et Delta Green qui était beaucoup moins cher que les règles de base plus l'écran. Donc je le remercie déjà pour son honnêteté. Et donc je suis rentré avec cette version 5.5 que je ne peux pas vous montrer parce que idiot que je suis, je l'ai vendu pour ce que ça m'a rapporté, je pense que j'aurais dû le garder en souvenir. J'avais fait ça pour JRTM comme je vous l'avais dit, et heureusement récemment il m'a été de nouveau offert en guise de souvenir. Donc bon, tant pis, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est comme ça qu'il est entré en ma possession, et je vais maintenant vous parler des éléments qui me sont restés, la marque que ce jeu m'a laissée en tant que rôliste. Tout d'abord, il m'a ouvert à l'horreur en jeu de rôle. C'est vrai que je jouais dans un monde médiéval fantastique, les jeux de rôle de la Terre du Milieu. Je n'avais jamais vraiment envisagé l'horreur en jeu de rôle, et donc, simplement parce qu'il représentait, l'Appel de Cthulhu m'a amené à envisager cette thématique. Donc, en plus de ça, je dois dire qu'il m'a fait découvrir Lovecraft. Je ne connaissais pas, je n'avais pas encore lu Lovecraft, donc je me suis plongé là-dedans. Et au-delà de découvrir l'horreur en jeu de rôle, j'ai découvert un type d'horreur littéraire qui est l'horreur dans l'indicible. Un principe tout à fait Lovecraftien et qui emprunte toute l'œuvre rôlistique de l'Appel de Cthulhu. Et de Lovecraft, bien évidemment, cela va sans dire. Et ça, c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et je ne suis pas le seul là-dedans, je ne fais pas exception. Beaucoup de gens ont une conception de l'horreur via l'indicible Lovecraftien. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, dans mes campagnes et même dans certains one-shots, j'ai même envie de dire surtout dans certains one-shots, j'injecte des éléments d'horreur indicible. Alors, Lovecraft n'est pas le seul et unique représentant de ce type d'horreur, il est quand même très représentatif de cela. Et sans en abuser, m'en étant pourtant éloigné tout de même par rapport à ce que je pratiquais à l'époque, ça m'est resté, et régulièrement, je l'emploie, comme bon nombre de personnes dans le monde du jeu de rôle. Et vous verrez que je parlerai aussi du revers de médaille que cela peut avoir, mais ça sera pour un petit peu plus tard. Donc force est de constater que même si je me suis éloigné de ce type d'horreur qui aujourd'hui peut devenir un peu caricatural, cela a laissé sa marque, et je l'emploie régulièrement. Et puis il y a aussi les règles de folie en jeu de rôle qui m'ont été présentées, que j'ai découvertes grâce à l'Appel de Cthulhu bien sûr, qui est à mon avis le premier jeu de rôle qui utilisait ce genre de règles. Je peux me tromper, je sais qu'avant il y avait l'œil noir, et peut-être que dans l'œil noir il y avait aussi un peu d'horreur, je ne sais pas exactement. En tout cas c'était pour moi ma première approche. Et alors aujourd'hui c'est vrai que c'est pareil, je m'en suis un peu séparé des règles de folie, je reviendrai là-dessus parce que ça codifie l'état mental, ça peut être un peu caricatural parfois, et je dis toujours que les règles doivent passer après la narration. Mais pour un jeune rôliste
qui envisageait le jeu de rôle principalement à travers les règles, en tout cas à ce stade, parce que je jouais à JRTM, lourd en règles, eh bien le fait qu'il existe des règles pour traiter la folie m'a ouvert encore une fois tout un pan de possibilités, et je me suis rendu compte qu'au-delà des blessures physiques, on pouvait très bien se pencher sur l'intégrité mentale ou psychologique d'un personnage, et donc c'est pareil, ça m'a ouvert un champ des possibles dans ce qu'on pouvait traiter comme thématique dans le jeu de rôle, donc le mental, le psychologique, et plus largement l'introspection, ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit d'un personnage par rapport à ce qui lui arrive. Et ça m'est toujours resté. Alors, évidemment, l'appel de Cthulhu n'est pas le seul objet, jeu ou livre qui m'a éveillé à cela. Hein. À travers mes différentes lectures, je me suis bien sûr éveillé à l'introspection des personnages, à leur évolution, leur cheminement psychologique. Mais c'est vrai que, en tout cas dans le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu a été ma première approche, notamment grâce au traitement technique en matière de règles, de la folie, des peurs, du stress. Ça m'a vraiment ouvert à ça. Je dirais que plus largement, au-delà de m'ouvrir à cette thématique, ça m'a ouvert aussi à d'autres possibilités en termes d'histoire. Parce que pour générer des cheminements psychologiques, pour générer des impacts sur la psychologie, sur le mental du personnage, il faut bien des histoires qui s'y prêtent. Et bien donc, des histoires que je n'avais pas envisagées, et donc cela a ajouté des cordes à mon arc narratif, si j'ose dire, en jeu de rôle en tant que maître du jeu. Je dois donc rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que l'horreur en jeu de rôle et tous ses à côté m'a été proposé initialement par l'appel de Cthulhu, la version 5.5 dans mon cas. Au-delà de l'horreur maintenant, il y a une proposition essentielle, théorique dans l'appel de Cthulhu, qui est que c'est un jeu d'horreur certes, mais également un jeu d'enquête. Aujourd'hui encore, quand on pense enquête, on pense souvent à Cthulhu, même si bien d'autres jeux permettent de mener des enquêtes, et qu'on n'a pas besoin d'être un jeu à thématique enquête pour qu'on puisse en proposer à travers ces univers. Néanmoins, à lecture de ce jeu, je me suis rendu compte quand même que les enquêtes étaient un élément essentiel. Encore une fois, certains vont rire, mais à travers les règles, trouver objet caché, qui est la compétence phare de l'appel de Cthulhu, forcément constitue un encouragement à mener des enquêtes parce qu'il y a quand même des compétences qui sont extrêmement tournées vers l'enquête. Donc encore une fois, si votre esprit est conditionné à envisager le jeu de rôle à travers un carcan de règles, ce que je conteste aujourd'hui bien entendu, mais lorsque vous êtes conditionné à cela, le fait que des règles le proposent vous pousse à vous dire que c'est ce qu'il va falloir faire. Et donc, ça m'a ouvert aux enquêtes, en jeu de rôle encore une fois. C'est vraiment la première fois que j'ai envisagé l'enquête en jeu de rôle. Et aujourd'hui, très clairement, j'en parle beaucoup, j'ai une vidéo entière dédiée aux enquêtes. Je propose des enquêtes dans beaucoup de mes one-shots. Il y en a aussi, au moins ponctuellement, dans mes campagnes, même si c'est un peu dilué dans autre chose. J'adore les enquêtes, c'est génial. Et en plus, les enquêtes et l'horreur, deux thématiques phares dans l'appel de Cthulhu, font bon ménage. Parce que le plus horrible, souvent, c'est lorsque les choses sont empreintes de mystère, lorsqu'on ne les comprend pas totalement. Et l'enquête permet de découvrir progressivement, petit à petit, les horreurs, l'indicible dans le cas de l'appel de Cthulhu, et donc cela va souligner l'horreur. L'enquête souligne l'horreur, et d'ailleurs Lovecraft est connu pour ça aussi, de générer de l'horreur par la révélation, par la compréhension même. Parfois on a une horreur qui intervient uniquement lorsque les personnages comprennent ce qui se passe. Et j'aime beaucoup ce style-là. Donc forcément, l'enquête est quelque chose qui m'a été transmis par l'appel de Cthulhu et qui a pu se mêler à l'horreur que j'ai également envisagé grâce à ce jeu. Alors, maintenant il faut bien admettre que l'enquête dans l'appel de Cthulhu était surtout quelque chose de théorique. Je suis peut-être pas juste en disant cela, parce qu'effectivement les mécaniques de jeu sont construites aussi pour de l'enquête, mais les différents scénarios, les suppléments ou la manière dont était envisagé le jeu pouvaient très vite tourner aux porte-monstres-trésors dans l'univers de Lovecraft. En tout cas, c'est ce que dirait un de mes amis de la communauté rôliste, Christophe de la chaîne Pilule Rouge. C'est pour ça que je le cite. Et c'est vrai que ça pouvait arriver, et que la dimension enquête de l'appel de Cthulhu était peut-être un petit peu plus théorique qu'elle n'était vraie en pratique.
mais lorsqu'on est un jeune rôliste et qu'on lit le jeu de rôle et qu'on en comprend les règles et qu'elles sont tournées vers l'enquête, forcément, ça laisse une empreinte indélébile. Que la mise en pratique soit réellement fidèle à cela ou pas n'a que peu d'importance à ce stade. Et puis je vais me permettre une petite incartade, une petite parenthèse. Je vais vous parler aussi d'un autre jeu, mais qui est lié bien sûr au monde Lovecraftien, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, je l'espère. C'est le jeu qui s'appelle Trail of Cthulhu, donc moi je l'ai en anglais, en français ça doit être simplement Cthulhu. C'est la version Gumshoe, du système Gumshoe, de l'appel de Cthulhu. Et j'ai rencontré cette version-là beaucoup plus tardivement, des années plus tard en réalité. J'avais donc déjà mené de nombreuses enquêtes, mais je pense que la vision de l'enquête de Trail of Cthulhu est beaucoup plus parlante en pratique que ne l'était finalement l'appel de Cthulhu, celui d'origine, le jeu d'origine. Parce qu'il y a un système qui permet de trouver des indices à partir du moment où vous utilisez la compétence, que vous possédez cette compétence qui permet de découvrir l'indice. Il n'y a pas de jet. Et c'est vrai que l'une des faiblesses de l'appel de Cthulhu, c'était qu'on pouvait louper un indice parce qu'on avait raté un test de trouver objet caché, par exemple. Et Gumshoe proposait de dire, si vous utilisez cette compétence parce que vous y faites appel ou parce que vous narrez quelque chose qui laisse penser que vous utilisez cette compétence que vous possédez, alors l'indice vous sera révélé, en tout cas dans sa version basique. Et on pouvait dépenser des points pour avoir un peu plus d'informations. Alors je n'ai jamais souscrit à ce deuxième aspect, le fait qu'on doive dépenser des points pour utiliser au mieux une compétence et que lorsqu'on n'avait plus de points, on ne pouvait plus le faire. Je trouvais ça à peu près incohérent. Donc je n'ai jamais vraiment acheté cette version-là des choses. Mais c'est vrai que cette lecture m'a aidé à peaufiner, à structurer un petit peu plus ma vision de l'enquête, même si encore une fois j'en avais déjà mené beaucoup lorsque j'ai fait l'acquisition de ce jeu. Mais surtout, plus que cette vision de l'indice automatique, ce que m'a apporté Trail of Cthulhu, c'est la notion d'indice flottant. J'en parle énormément dans ma vidéo sur les enquêtes, et pour moi c'est vraiment le Graal en termes d'outils lorsque vous menez des enquêtes. Je pense que j'en utilisais déjà sans les concevoir de cette manière-là, mais le fait que ce soit structuré comme ça, que ce soit clairement décrit comme un outil de la création de scénarios d'enquête dans Trail of Cthulhu, à mon avis, a mis en exergue chez moi leur importance et j'ai commencé à être un petit peu plus conscient de leur utilisation. Et à mon sens, cela a amélioré ma manière d'envisager les enquêtes et donc ça fait partie intégrante de mon répertoire lorsque je mène des scénarios d'enquête. C'est vraiment une notion que j'ai découverte dans ce jeu-là. Je ne sais pas si d'autres en parlent, sans doute, mais je trouvais que c'était bien structuré. C'est un peu comme les PBTA, si je peux me permettre. Trail of Cthulhu n'a pas inventé grand-chose à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que des MJ, des vieux routards avaient pu faire, déjà pu pratiquer avec d'autres jeux. Mais comme les PBTA, ils ont structuré, ils ont codifié un petit peu, ils ont couché par écrit certaines pratiques qui pouvaient être utiles, et donc ici, dans la gestion de l'enquête en jeu de rôle. Donc je ne pouvais pas ne pas parler de ce jeu auquel je n'ai en réalité jamais joué, je tiens à le dire, je n'ai fait que le lire. Je vais vous parler aussi d'un troisième aspect qui a eu une influence beaucoup plus tardivement à travers l'appel de Cthulhu. Mais avant, je voudrais réagir sur les revers de médaille qu'a pu avoir l'appel de Cthulhu sur les éléments dont je viens de vous parler. Là, c'est quelque chose de positif qui m'a affecté, à mon avis, positivement. Mais plus généralement, sur le monde du jeu de rôle, sur les parties, sur les maîtres du jeu, peut-être même sur les joueurs, j'ai constaté qu'il pouvait y avoir un revers de médaille de cette influence très importante de l'appel de Cthulhu sur notre loisir. Je trouve que l'horreur, la gestion de l'horreur en jeu de rôle, a été un peu victime d'une standardisation cthulhienne ou Lovecraftienne, c'est-à-dire que maintenant, par défaut, peut-être moins parce qu'il y a eu de nouveaux jeux de rôle qui ont abordé d'autres thèmes de l'horreur, mais au moins pendant longtemps, et je pense que c'est encore vrai en partie, lorsqu'on fait de l'horreur, par défaut, on va faire de l'indicible, on va faire du Cthulhu, on va faire du Lovecraftien, et ça peut devenir limitant. Et le fait que ce soit extrêmement fréquent, à mon avis, a démythifié un petit peu le mythe de l'indicible, sa capacité à susciter de l'horreur. On voit maintenant en plus plein de représentations de Cthulhu dans tous les sens. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur Cthulhu est-il mort, je vous invite à la regarder si vous voulez. Et ça rejoint un petit peu ça.
il y a eu une surutilisation de l'horreur à la Cthulhu, et elle est devenue un petit peu la seule horreur, ou en tout cas l'horreur majoritaire en jeu de rôle. Et ça, eh bien, je dis pas que c'est intrinsèquement négatif, mais ça nous prive d'autres éléments horrifiques qu'on peut mettre en place en jeu de rôle. Je reconnais que c'est peut-être de moins en moins vrai maintenant, car il y a de nombreuses propositions qui existent, qui peuvent aussi être caricaturales d'ailleurs, mais je ne vais pas tout de suite rentrer dans ce domaine-là, sinon je vais digresser. Ça, c'est un premier élément. Et puis, j'en reviens aux règles de folie. J'en parlais tout à l'heure, pour moi, elles ont constitué une forme d'éveil, mais très vite, j'en ai constaté les travers, même si je n'ai pas acquis la maturité que j'ai aujourd'hui très rapidement sur la manière d'envisager la folie. Et je trouve que parfois, les règles de folie, leur codification, pouvaient mener, et peut encore mener dans certains cas, à des incohérences ou des choses un petit peu grotesques, un petit peu caricaturales, y compris dans d'autres jeux que l'Appel de Cthulhu qui utilisent des systèmes de stress, de folie, de peur. Soyons honnêtes, on en trouve plein, à foison, et ce sont souvent des systèmes de folie à la Cthulhu. Ils sont maquillés avec d'autres termes, mais on retrouve en fait les mêmes mécaniques. Et on en retrouve aussi les mêmes travers, c'est-à-dire la règle qui va dire à votre personnage ce qu'il fait et comment il réagit, comment sa folie se manifeste. Donc déjà, ça enlève un petit peu de liberté d'interprétation aux joueurs, ça réagit à sa place, et parfois ça mène à des choses qui sont vraiment caricaturales, irréalistes. Oui, le réalisme peut avoir son importance, même lorsqu'on parle d'horreur à la Cthulhu, mais je vous donne quelques exemples. Lorsque vous jouez un policier qui rentre sur une scène du crime, certes sordide, et qu'il doit faire un jet de stress ou de peur ou que sais-je, et qu'il échoue complètement, et que la règle dit qu'il rentre dans une crise d'hystérie, c'est un peu excessif, ça n'a pas vraiment de sens, et moi ça me sort justement de la tension horrifique, et je trouve que ça se retrouve assez souvent, et cela naît, à mon avis, du biais cthulhien du jeu de rôle l'Appel de Cthulhu. Donc je pense qu'il faut parfois être vigilant, et je l'ai donc constaté assez régulièrement. Dernier point sur les revers de médaille de l'Appel de Cthulhu, c'est toujours encore lié à la folie, mais les règles de folie sont devenues parfois, pas tout le monde bien entendu, mais assez régulièrement, le recours sur lequel se reposent les MJ pour générer de l'horreur. Parce que les règles vont dire que le personnage ressent de l'horreur. Et finalement, on se concentre plus sur l'aspect règle et comment la règle va générer de l'horreur, plutôt que de se concentrer, là encore une fois, sur les recours narratifs qui vont permettre de générer une horreur organiquement chez les joueurs. Alors, peut-être pas une horreur, mais au moins une tension horrifique. C'est très dur de produire de la vraie horreur autour d'une table, soyons clairs, encore plus à distance, mais au moins une tension par les recours narratifs, et je trouve qu'on a pu avoir tendance à se reposer un peu trop sur des règles de folie telles qu'elles sont décrites dans l'Appel de Cthulhu, tellement leur influence a été importante sur le monde du jeu de rôle. Donc, encore une fois, j'invite certains à plutôt utiliser la narration pour générer cette tension horrifique, à défaut d'utiliser donc des règles de stress. Voilà pour une forme de pondération de l'influence de l'Appel de Cthulhu au-delà de ma propre personne, en tout cas dans l'analyse que j'en fais. Enfin, et je terminerai là-dessus assez rapidement, je vous le disais, tardivement, j'ai fait l'acquisition de l'Appel de Cthulhu version 7, à travers le financement participatif Ulule, avec cette belle version que j'ai encore. D'ailleurs, je ne l'ai pas sortie pour vous la montrer, mais si vous voulez, vous trouverez très facilement l'information sur Internet en faisant la recherche. Et là, côté règles, les règles de l'Appel de Cthulhu m'ont jamais transporté. Mais dans la version 7, il y a eu quelques améliorations, alors pas que, il y a aussi des choses horribles, comme toute cette partie dédiée aux poursuites, que j'ai complètement ignorée, mais une manière d'envisager les combats, les oppositions, qui m'a beaucoup plu, et notamment ça a introduit le concept d'avantage-désavantage avec le dé en plus ou en moins. Certes, je sais très bien que ça a été repris de Donjons et Dragons, mais je l'ignorais à l'époque, donc force est de constater qu'en lisant ça, moi ça m'a beaucoup parlé, et donc je l'ai utilisé un peu plus tard dans la conception de mes systèmes maison, dans mes ajustements maison des différentes règles que j'utilisais. Et puis une manière d'expliquer le combat. Oui, il y a un attaquant, il y a un défenseur, ce que je conteste dans ma vidéo sur les combats que vous pouvez aussi aller voir, mais son traitement, l'explication, le défenseur peut répliquer. Donc on est proche d'une passe d'armes, que au demeurant j'utilisais déjà, donc ça ne m'a pas non plus révolutionné les choses dans ma conception du combat, mais il y a une explication, une manière d'interpréter le résultat des dés qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus narrative, et ça transpire pas mal à travers ces lignes, et je ne sais pas pourquoi,
moi, ça m'a créé une sorte de déclic dans ma manière d'envisager les combats, et ça m'a beaucoup aidé. C'est toujours resté un petit peu lorsque j'ai commencé à développer mes systèmes maison, qui ont fini par donner mon premier système personnel, Seigneur et Brigand, et puis plus tard Décimation. Donc disons que l'appel de Cthulhu V7 a constitué un tout petit maillon de la chaîne qui a mené à mon aboutissement en termes de règles, en tout cas sur ce que moi je pratique. Voilà, je tenais à l'indiquer, même si c'est pas le rôle essentiel qu'a joué l'appel de Cthulhu dans ma vie de rôliste. Voilà, donc un jeu de rôle qui a laissé son empreinte, chez beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Chez moi, ça m'a ouvert, comme je disais, à l'horreur, ça m'a ouvert aux enquêtes que j'affectionne tout particulièrement, et puis même quelques petits éléments de règles, et ça a aussi, on va dire, exacerbé ma vigilance sur certaines caricatures qui peuvent avoir lieu en jeu de rôle en ce qui concerne l'horreur et les enquêtes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. Je poursuivrai cette série sur les jeux de rôle qui m'ont fait, et je pense que le prochain épisode traitera de Warhammer, qui lui a eu une influence très importante encore aujourd'hui sur ma pratique du jeu de rôle. Je vous dis à très bientôt.